les rapprocher de quel genre littéraire? Ah, le surréalisme, d'accord. Ah, là, c'est le mouvement littéraire. Mais le genre, poésie, roman, non? Plutôt poésie, d'accord. Donc c'est le genre poétique et le mouvement, ça serait le surréalisme. C'est intéressant. Ah, vous êtes tombé sur un profond. Vous pensez parler de votre Non, mais c'est naturel, c'est normal. Et vous participez au PKO cette année? Oui. Vous êtes désigné ou volontaire? Désigné à... Moi, je vous ai désigné. La fois que vous avez eu le choix, vous avez eu l'opportunité de dire non. Il y en a quelques-uns qui sont ici qui n'y participent pas, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, M. Baron impose. C'est la seule année où je n'ai pas imposé et je me demandais si j'avais eu raison de le faire. Bon. Je prenne la main 2 secondes parce qu'il faudrait effectivement qu'on puisse aborder vos œuvres, les cultures, etc. parce qu'ils ont préparé des questions là-dessus. Est-ce que vous avez déjà présenté le tableau? Oui? Non, pas. Normalement, c'est vrai que j'aurais dû projeter quelque chose de mieux, une analyse, mais on fera ça en direct parce que je n'ai pas eu le temps à cause de l'exercice. Vous venez, vous l'avez, vous venez expliquer ça très naturellement. Vous étiez là, vous étiez un certain nombre à expliquer ça. Il est où, Michel? Il est allé chercher Morgane, Marie Diaba, et puis venez. Est-ce que vous pouvez leur expliquer un petit peu ce que vous y avez vu? Mais on fait ça en 10 minutes et ensuite on passe à... D'accord? Le tableau s'appelle Pays-là. Il a été peint par M. Boudin, un artiste plasticien. Alors, dans l'analyse du tableau, on a vu qu'il fallait le lien de haut en bas et de gauche à droite. Non, de bas en haut et de gauche à droite. Parce que le pied, en fait, il fait un mouvement de départ et la façon dont il a souffert, passer dans la boue, ensuite on a distingué 3 plans. Alors au premier plan, la jambe, où, comme j'ai dit, on a un mouvement de marche. Le fait qu'elle ait ce mouvement-là, ça donne une certaine dynamisme au tableau. La jambe, elle semble nue, mais comme j'ai dit, elle semble s'arracher de quelque chose, comme de la projection. Mais la boue, ça peut être assimilé à un symbole de galère, de misère, duquel elle veut s'étirer, se sortir. On voit aussi à la façon dont le tableau est travaillé, on dit influent. Après, vous pouvez rajouter l'aider, hein, vous avez tous analysé le tableau, vous étiez là. Michel, c'est toi qui as parlé des griffures. Alors je tiens à vous dire que c'est leur analyse. Hein. Oui, oui. Bon, après. On est très attentif. Est-ce que je vois là, on a 5 papillons? En bas. En bas. C'est l'effet que ça donne de loin. Mais vous avez parlé de bas en haut, donc le bas, la souffrance, qui s'extirpe
quasiment du sol, de la peau, etc. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dit alors pour cette partie? C'est de mémoire. On avait plus ça, mais des couleurs. Des termes de couleurs. Donc on avait dit que comme c'est en bas, c'est la lumière, tout ça. Donc c'est plus ça avec des couleurs sombres. Et qu'en haut, ce serait plus des couleurs pastel. lumineuse, pratiquement, par opposition à ce qui est sombre en bas, c'est très clair, très lumineux. Et alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir évoquer? Qu'elle lève son pied pour aller Il y a quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Est-ce que ça n'évoquerait pas comme un rêve? Quitter la souffrance pour aller vers la douceur, vers le rêve, la beauté, tout ce qui est évanescent, qui est fin. Qu'est-ce que c'est que ce trou? C'est le galbe alors, peut-être, de la jambe ou du début de la cuisse? Oui, je pense. Le galbe. Mais vous avez rencontré l'auteur de Calme, c'est pas? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a? Vous avez essayé de faire tout seul, il n'a pas vendu. Par contre, il nous annonce que comment Il a confirmé ce qu'on avait étudié. Mais vous pouvez l'expliquer là sur le tableau. Expliquez-le. Alors, là, il y a la fin. Ensuite, la séparation entre le centre et le cœur. Ouais, et puis il y a le trou. Ici, la note. Là, et c'est assez proportionnel quand tu regardes. Oui, ce sont les proportions, il a respecté les proportions pratiquement avec le nom d'or. 3 quarts, 1 quart. Et là, il y a un trou, et là, il y a un autre trou. Ça fait donc 2 trous, et là, il a montré là. Qu'est-ce que ce trou pourrait évoquer alors? On n'a pas travaillé sur ça, je pense. Non. Par contre, on a fait un lien entre ça et entre la peinture, ce qu'elle peut symboliser et puis les poèmes qu'on a étudiés. Très intéressant. Tous ceux qui sont là ont étudié les poèmes Il cicatrise des os, à une antillaise et évoqué. Alors, Senghor, Césaire à une antillaise, c'est de Caïdo au pays natal. Non, à une antillaise, c'est Senghor, oui. Caïdo au pays natal, on avait Il cicatrise des os et OK, c'était Damas. OK, c'est Damas. Oui. Alors, à propos du message d'espoir, est-ce que vous pouvez expliquer le lien qu'on a fait entre ce tableau-là, ce discours-là, et comment ça s'appelait, à une antillaise? Dans à une antillaise, on voit Damas, il parle d'une femme. Il fait sonner le début et ensuite. En fait, je pense que comme elle s'étire de toute sa galère, ça fait une relation aussi parce que il dit qu'elle est belle, que c'est la femme, mais qu'au fond, voilà, que sa vie et tout, et il essaie de s'étirer de tout ça. Sa vie est difficile. Oui. Et en même temps, ça concerne. On avait dit qu'on pouvait faire une relation entre la femme à une antillaise et les femmes d'aujourd'hui.
qui sont héritières de ces coupeuses de canne, de ces coupeuses, de ces amarreuses de canne, de ces coupeurs de canne, de ces travailleurs des champs, et qui, malgré les difficultés, ne se laissent pas écraser. Vous vous rappelez de ça? Ne se laissent pas écraser. Et finalement, quel est le message? Le message de Saint-Maur dans la Nantillaise, épancher le fort au bord des yeux. Je suis au jeu la fierté triomphante des vieux Guéloirs. C'est bien ça, et les Guéloirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont non, oui, c'est peut-être des anciens guerriers. Des guerriers mandingues, ce sont des mandingues. Et finalement, Saint-Maur dit nous sommes héritiers de tout cela. Et c'est pour ça que ce poème m'intéressait. Il m'intéressait, et ce jour-là, vous disiez les nôtres, et il me disait mais c'est quand même bizarre, c'est quand même marrant, le nombre de filles qu'il y a dans cette classe, aucune ne réagit. Il dit mesdames, il est en train de renouveler le thème du blason, hein, et il est en train de dire, mesdames, vous êtes héritières de ces femmes-là, et vous avez des raisons d'être fières, me semble-t-il, et loin d'avoir été écrasées, d'avoir été anéanties, ces femmes ont continué d'avancer comme ce pied avance, et qui se tire de cette obscurité, quelle qu'elle soit, et qui va vers l'espoir, vers la clarté, vers tout ce que... Hein? Et donc, vous êtes les héritiers de ça. Donc, ne pas se retourner sur son histoire et se dire et être dans une attitude pessimiste et tout expliquer en se disant oui, mais si je ne peux pas, c'est à cause de ça, si je ne peux pas, c'est à cause de l'histoire. Mais non, au contraire, si j'ai toute cette force et cette détermination, c'est précisément parce que je suis issu de cette histoire. Donc c'était ça le message. Et ça, on va parler. D'accord? C'est pour que vous compreniez bien ce qu'on a fait. Alors, on passe, s'il vous plaît, aux ouvrages, parce qu'après, une fois qu'il va s'ennuyer, il va dire invité ici. On n'a pas parlé à l'instant de mon sujet. Moi, j'étais très intéressée par ça, parce qu'effectivement, le message est... Alors, ça, je vais vous faire bien comprendre que c'était un discours qui était structuré. Hein, avec des, voilà, c'est un discours qui est structuré, puis ça dit les choses également. On peut faire les mouvements littératures, ça prolonge en peinture, ça prolonge en musique, enfin, ça fait partie de nos objets d'études. Oui. Donc, même si aujourd'hui il n'arrive pas à bien expliquer, mais en fait, je pense qu'avec ce genre d'expo, avec ce genre de visite, ces gens sont nos armes miraculeuses là. Hein? Alors, on y va. Une question. En rentrant évidemment dans la salle, on remarque tout de suite les gens. Est-ce que monsieur Boudy vous a dit pourquoi ils étaient laissés pieds à la jambe? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez? Parce que moi, ça m'intrigue. Je rentre dans une pièce avec une table, il y a des gens. Les pieds surtout, les pieds et en action. En action, et surtout avec le sol foncé. Donc, moi, ça m'a intrigué, ces pieds-là. Tu peux filmer la question. Oui. Alors, il était censé être là aujourd'hui, mais il est retenu en Guadeloupe. Il s'excuse, il était censé être là aujourd'hui. Comme ça, vous aurez répondu, mais la question est enregistrée normalement. Vous dites, entendu, pourquoi autant de pieds? Pourquoi ce sol qui se dérobe? Non, il ne se dérobe pas. Non, il ne se dérobe pas. Il est présent, il est parfois foncé, il est parfois clair, tout dépend de l'inspiration du moment, mais il est très présent. Alors, les pieds sont parfois en contact, ici et là, et parfois, on a complètement hors sol. Voilà, donc ça interpelle, ça interpelle. Là, il est complètement en l'air, on a presque envie de dire qu'il se renverse. Mais nous continuerons à travailler, ils vont proposer là-dessus, ils vont proposer leur lecture. C'est pour ça que cette expo est là, on va pouvoir venir dans la salle et étudier ça. Bon, on passe au bouquin. On y va. C'est parti. Alors, deux ouvrages. Madame Rivaldos a écrit Eva. C'est un ouvrage sélectionné pour le prix Carmen lycéen, c'est de cette année.
Et monsieur Franck Saleh, Franquito a écrit L'homme pas Dieu, c'est le dernier prix Carlet lycée en date. Hein. Et puis précédemment, il avait écrit Contre-Pitre Paris. Madame Rivalédos a écrit autre chose, hein, mais des choses tellement bien plus compliquées. Hein. Le plus complexe. C'est une pensée plus complexe. Donc elle vient à notre rencontre avec Pierra. Alors, on peut commencer par Pierra ou pas? Non, on commence par Franquito. Pardon, c'est vous qui m'avez la date, on y va. Oui, on y va. Oui, bien sûr. Comment équilibrer l'inspiration, le travail et la pratique? Alors, est-ce que c'est l'inspiration, le travail ou la pratique? Bon, je vais répondre. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement l'inspiration. J'ai eu envie d'écrire une histoire, une fiction. Et j'ai envie de placer cette fiction au carrefour de trois pays, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Bon, une fiction, c'est vrai, mais il y avait quand même aussi, dans la mesure où je suis universitaire, que j'avais fait des travaux précédemment, j'ai rencontré des gens. Et ces gens m'ont répondu. Ce sont donc des tranches de vie de ces gens que j'ai rassemblées et ça m'a permis de construire Pierra. Voilà. Donc c'est à la fois un petit peu du travail, donc du terrain, dans l'anthropologie, et puis en même temps aussi l'imagination, l'imaginaire. Moi, les deux romans ne précèdent pas de la même démarche. Mais pour L'homme pas Dieu, c'est un travail qui est né d'une colère, d'une indignation. Je vis maintenant à Paris, mais je suis régulièrement en Guadeloupe. Et dans les années 90, au début des années 2000, on a vu le sentiment anti-haïtien progresser. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est fait au début des années 2000, mais j'étais en Guadeloupe et dans des discussions avec des amis, en famille, on revenait sans cesse à les Haïtiens, partent chez eux, les Haïtiens, vraiment, ils sont noirs. Et à force d'entendre ça, ça m'a. Ce jour-là, ça m'a énervé plus que d'habitude. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un roman sur la Guadeloupe et son mal-être, ses failles. J'avais cette idée depuis un moment, mais je n'avais pas eu le déclic. Ça faisait un moment que je me disais, tiens, j'écrirai bien là-dessus. D'une part, parce que je trouve que la littérature antillaise ne s'attaque pas assez au temps présent, c'est-à-dire à nous aujourd'hui, là, maintenant. Et d'autre part, voilà, je suis comédien et naturellement, ça se passe en Guadeloupe, elle m'intéresse, comme vous êtes en Martinique, la Martinique m'intéresse. Et donc j'ai écrit ce livre, mais je me suis posé deux questions. Je me suis dit, tiens, parler de la Guadeloupe de maintenant et de ses problèmes, je fais quel choix? Est-ce que j'écris un roman tragique, avec par exemple la figure de la mère célibataire, une figure classique, qui est dans la difficulté, qui élève ses enfants? Je me suis dit, non, je vais prendre un autre chemin, celui de la satire sociale, et je vais plutôt utiliser le rire, un rire grinçant, et prendre un personnage dont que personne n'aura envie de plaindre. Donc j'ai choisi un jeune homme, célibataire, beau garçon, qui a du succès, qui est enseignant, mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, il gagne sa vie, quoi. Mais bon, sa vie, c'est voilà, le farniente, c'est les belles femmes. Il profite. Et cet homme, ce jeune homme qui vit voilà, sa vie tranquillement, se trouve brusquement pris dans une affaire que lui-même ne comprend pas. On l'accuse de triple meurtre. On dit qu'il a tué des gens alors que lui vivait bien. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour tout lecteur, c'est cet événement-là, cette accusation-là, qui le plonge dans la Guadeloupe qu'il refusait de voir.
ce deuxième roman, ma démarche a été celle-là. Hein. Il y avait une envie qui était là, qui stagnait, donc j'étais très velléitaire. Je me disais, oh, j'avais toujours quelque chose à faire pour d'écrire ce livre. Puis il y a eu un déclic face au sentiment anti-haïtien qui perdurait en moi, qui m'a poussé à écrire. Ça s'est passé comme ça. Alors, ça c'est sur les motivations. La façon d'écrire, c'est ça? Et les motivations aussi, non? Qu'est-ce qui vous a poussé, j'ai entendu? La façon d'écrire, on a quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui vous intéresse d'autre? Audrey, alors, question. Avec Albert Mouti, est-il selon vous anti-éthique, c'est-à-dire un courant de fond? Est-ce que vous pensez que la société antillaise est raciste? Il y a plusieurs questions. Oui, bon, d'abord, donc vous êtes en seconde, je ne vous apprendrai pas que les hommes aiment les femmes, mais heureusement pour nous, vous nous aimez bien. Donc l'homme antillais, il y a des coureurs et Albert Mouti est un type d'homme. Il est un type d'homme antillais. Il y a des hommes qui sont très timides, qui n'osent pas commencer des femmes anglaises, qui n'osent pas faire le commentaire. Il y a des hommes très fidèles. Il y a toutes sortes d'hommes. Mais j'ai choisi Albert Mouti, j'ai choisi à dessein ce type d'homme. Et en plus, comme je vous ai dit, j'ai en plus fait de lui un homme irresponsable, parce que vous avez des hommes coureurs qui choisissent de fonder une famille, enfin même des familles qui s'occupent de leurs enfants. Donc il y a vraiment toutes sortes d'hommes. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment fait le choix de l'homme coureur et en plus, il ne s'investit dans rien. Je ne pense pas qu'Albert Mouti représente l'homme antillais. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme antillais, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on est, c'est très très dur de stéréotyper. C'est comme moi, l'homme américain, par exemple, j'aurais du mal à vous dire ce qu'est l'homme américain, ou même dans une ville, quel est l'homme parisien. C'est très très dur de stéréotyper. Mais Albert Mouti, oui, je pense qu'on représente un certain type d'homme. Ensuite, il y avait une deuxième question. Est-ce que les Antillais sont racistes? Est-ce que les Antillais Est-ce que sont... vous pensez que la société antillaise est raciste? Alors, la société... Je complète, parce que nous avions dit, mais ici, nous avions des Indiens au niveau de Basse-Pointe, nous avions des Syro-Libanais, des Levantais dont parle Raphaël Confiant dans Kazachine, l'armée des Syriens, de Kazachine également. Nous avions des nègres africains, nous avions des blancs. Et donc, cette créolité, quelque part, nous mettait à l'abri du racisme. Or, dans l'homme pas Dieu, on a l'impression que vous dites, oui, nous sommes également concernés par ça. Alors, mes élèves de première ne sont pas là, mais eux travaillent sur l'altérité, enfin, ils ont travaillé sur les histoires, sur Chamoiseau et les Glissants, et ils tentaient d'expliquer d'où venait ce sentiment d'exclusion, enfin, cette manière de juger que l'autre nous est toujours inférieur. Cet ethnocentrisme-là, ils essayaient de le définir et ils en expliquaient les causes. Alors, c'est la suite, enfin, pour compléter la question de Morgane, voilà quelle a été au préalable notre réflexion. Est-ce qu'on est également concerné par ça, malgré le fait qu'alors on pourrait se croire à l'abri? La question s'adresse à vous deux, parce que quand Audrey a cherché à savoir qui était Mirto Ribalbulos, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, mais monsieur, il y a peu de choses. Alors Audrey voulait vous demander qui vous êtes. Alors le lien avec la question, c'est que j'ai lu que vous étiez docteur en langue et culture régionale et que vous étiez particulièrement intéressé par les sociétés créoles, les espaces caraïbes et guyanais. Donc je vois que, qu'en tant que spécialiste des espaces caraïbes et guyanais, vous êtes à même également d'avoir un regard assez pointu sur cette affaire-là.
Donc, Oui. Est-ce que nous sommes racistes? voilà, je vais répondre au deuxième. Est-ce que nous sommes racistes? Certains d'entre nous sont racistes, parce que le métissage ne nous met pas à l'abri du racisme. Se dire que parce que nous sommes métissés, nécessairement, nous ne sommes ni racistes ni xénophobes. Oui, mais l'une des explications que je fais de tout ça, c'est de dire que le racisme vient de l'ignorance. On ne connaît pas l'autre alors on est raciste. Or, nous connaissons l'autre. Non, mais j'y viens. Non, notre métissage ne nous met pas à l'abri du racisme ni de la xénophobie. Et l'une des raisons de pousser à écrire ce livre, comme je vous l'expliquais, c'est celle-là. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui viennent de Haïti, de la Dominique, nos voisins, qui partagent une histoire très proche de la nôtre. Et pour autant, nous faisons des réflexions terribles sur leur couleur de peau, sur leur façon de parler, sur leur religion, etc. Ce qui montre que malgré notre histoire, qui aurait peut-être pu nous vacciner contre le racisme, puisque nous sommes des descendants, pour la majorité d'entre nous, d'esclaves africains, de migrants, d'Inde, etc. Et le métissage avec les maîtres. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ben, c'est formidable, nous sommes des enfants d'un formidable brassage qui, pour reprendre certains turiféraires de la créolité, qui pourraient être une lumière pour le monde et rendre le monde plus tolérant. Alors ça pourrait être juste, mais le problème c'est que nous, comme tous les autres peuples, devons faire des efforts pour combattre le racisme et les préjugés. Je pense qu'il n'y a aucune différence entre nous et les autres peuples face à ce devoir de vigilance. Si on ne fait pas attention, si on ne refuse pas le racisme, eh bien oui, le racisme ne prospérera. Donc je ne pense pas que notre histoire nous ait vaccinés contre ça, et malheureusement l'expérience montre que oui, on peut être raciste, on peut nourrir la rancune. Ensuite, il y a un problème tout aussi sensible, je parlais des Haïtiens, mais il y a notre relation aux Blancs, qui est un problème extrêmement sensible. Et c'est intéressant, j'ai fait un film cette année autour de la chanson. En 2009, il y avait une grève qui disait la Guadeloupe c'est en nous à Bataillot, et Martinique disait la Martinique c'est en nous à Bataillot. Et les Blancs qui vivent en Martinique, en Guadeloupe, se sont sentis visés par cette chanson. Parce que le yo, ils se sont dit, ben oui, mais le yo c'est les Blancs. Est-ce que les Blancs ne sont pas chez eux? Et autour de cette question-là, je pense qu'on a aussi des efforts à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'assoie et qu'on pense que ces problèmes nous sont étrangers. Non, on a ces problèmes-là aussi. Et on doit travailler sur ces vieilles rancunes vis-à-vis des Blancs, ces problèmes de préjugés de couleur. Hein, est-ce que parce que quelqu'un est plus clair ou plus foncé, il est plus beau, plus intelligent? Ces choses-là existent toujours. Donc il faut continuer de travailler, continuer d'en parler, continuer d'en discuter sans en avoir honte, sans se voiler la face. Donc je pense que le travail est toujours là devant nous, il faut continuer de le faire. De mon point de vue, je partage tout à fait. Effectivement, nous avons nos sociétés, il faut le dire, elles sont racistes. On ne peut pas dire le contraire. On ne s'en rend pas compte, mais c'est dans le parler créole, c'est il faut sauver la peau, il faut sauver la peau, etc. Donc, ça veut dire quoi, sauver la peau? Ça veut dire qu'il faut que je fasse en sorte que mon enfant soit un peu plus clair que moi, etc. Ça, c'est quelque chose qui se dit. Parfois on en rit parce que ça paraît tellement dérisoire ou on ne fait pas attention. Et ce n'est pas la bonne attitude. Il faut justement se rendre compte en écoutant ces paroles qu'il y a là encore un travail à faire pour surmonter ce malaise et ce
ce malaise vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre identité, vis-à-vis de ce que l'on est. Donc, d'où ça nous vient? Eh bien, ça nous vient de très très loin, de l'organisation de notre société, il y a très longtemps. Et cette organisation, contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, elle ne tend pas à faire disparaître cette vision. Au contraire, elle l'accentue parfois pour des raisons financières ou bien parce que nous avons des gens qui arrivent de l'extérieur. Nous avons pas mal de peuples qui sont tout autour de chez nous et ces peuples ont des difficultés et viennent chez nous, c'est normal. D'autant que mon roman justement montre bien que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens se déplacent. On s'est toujours déplacé. Lorsque la montagne Pelée a explosé, eh bien, les personnes de la Martinique sont parties un peu en Guadeloupe et beaucoup en Guyane et se sont installées là-bas. Là-bas aussi, c'est pour ça que je parle de l'espace régional, hein, c'est aussi bien en Guyane que le même problème se pose. Il ne faut pas croire qu'en Guyane, eh bien, la société aussi est multiraciale et nous avons un nombre incalculable de populations. On a des Péruviens, on a des Boliviens, on a des Surinamiens, on a des Brésiliens, on a... Enfin bref, c'est énorme comme brassage. Et pourtant, eh bien, on s'aperçoit qu'existe ce préjugé de couleur qu'on n'a toujours pas réussi à maîtriser, à surmonter. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Pierrat souligne ce travers et lance le message en disant attention, il faut surmonter cela. Et quand vous parlez justement du problème des Haïtiens, j'ai voulu montrer que finalement nous sommes tous frères, puisque depuis très longtemps la Caraïbe est le lieu de voyage et de déplacement. Lorsqu'il y a eu des problèmes économiques à un moment donné, dans le nord de la Caraïbe, on a découvert qu'il y avait du pétrole du côté de Trinidad. Alors, tout le nord de la Caraïbe est descendu. Et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs au papiamento. Le jour où on a découvert de l'or en Guyane, c'était en 1870 à peu près, ma foi, tous les gens de la Caraïbe, y compris la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique, tous ces gens sont descendus joyeusement en Guyane, s'installer dans des placères, etc. Ça a donné une population extrêmement diverse. Et là encore, il fallait surmonter ce travers, de dire ah mais oui, mais celui-là, il ne parle pas français, il parle un anglais banane, comme on dit, voilà. Alors, je pense qu'au lieu de nous faire la guerre, on devrait tous s'unir parce que nous avons un petit peu du sang de chacun. On est en fait frères. Puisque la personne qui est partie de la Martinique au moment de 1902, elle s'est installée en Guyane, elle a rencontré un Guadeloupéen, elle s'est mariée au Guadeloupéen, elle a eu un enfant, l'enfant est né en Guyane, mais l'enfant est reparti, est parti en Martinique ou en Guadeloupe. Bref, pareil, il y a des gens qui sont partis au Panama, il y en a d'autres qui sont partis, ma foi, à Saint-Martin. La Caraïbe est un grand village. Il faut pouvoir maintenant se tourner vers un autre avenir et avoir une vision du monde totalement différente. Donc s'accepter les uns les autres. Vous parliez de la notion d'intégrité. Voilà, c'est aussi cette notion de regarder l'autre et de dire que l'autre c'est aussi le même, quelque part. Donc le racisme est absolument quelque chose qui existe, mais il faut éradiquer. C'est un travail de tous les instants, de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le préjugé de couleur aux Antilles et plus largement en Amérique a été construit, installé volontairement et pour des raisons économiques. C'est une question d'argent. Et comme ceux qui avaient les moyens étaient plus clairs de peau, ils ont fait comprendre, ils ont voulu justifier leur domination en disant que bon, ils sont chefs, ils ont tous les droits parce qu'ils sont clairs de peau, parce qu'ils sont blancs. Ce qui est absurde, c'était une fausse explication d'une question économique, d'une question de pouvoir. Le problème, c'est comment nous, aujourd'hui, on peut se sortir de cette fumisterie. Et d'autant qu'il faut bien comprendre que
c'est vraiment ce problème-là partout. Parce qu'à Cuba, où il y a aussi un groupe de personnes de noirs, eh bien, le même préjugé de couleur existe. Pourtant, c'est un pays communiste, c'est un pays... À Cuba? Oui, à Cuba. Et ça existe. Et si vous allez au Brésil... Ceux qui ignorent ça. Hein. Oui, beaucoup de gens l'ignorent. Ça, qui rêvent Cuba. Ah non, la réalité, elle est là. Oui, vous allez dans des villes noires de Cuba, Santiago, vous découvrirez la réalité. Et même dans la Havane, il y a ce petit problème. D'ailleurs, ça a même été mis sous forme de film. Mais si vous travaillez avec l'ICAI de Cuba, ils peuvent vous passer des films où on désigne, parce que évidemment le gouvernement cubain se bat contre ça pour essayer de faire disparaître cette notion qui est mauvaise, de couleur de peau, etc. Mais le problème est identique au Brésil. C'est pareil. Donc, tous ces pays qui ont été longtemps victimes de colonisation avec la notion d'esclavage présentent ce profil. Donc, c'est à nous, dans la modernité, de nous battre contre ça et de faire disparaître tout ça. Une dernière question, Excuse-moi. Heureusement qu'on a pu parler du voulait avoir le truc posé. Bon, regarde, si je m'excuse, je suis dit qu'on va te poser sa question. Les écrivains à négritude que nous avons étudiés comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Vincent Damas abordent des thèmes comme la mémoire, l'esclavage. Vous, non, l'action de votre roman se déroule de nos jours sans y faire référence. Est-ce parce que, selon vous, toutes ces questions sont réglées? Alors, en ce qui ne me concerne pas du tout, mon roman, au contraire, fait référence à ces périodes du temps passé, notamment pour un personnage qui se trouve en Guyane et qui dit qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a déclaré au son de caisse qu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage. Donc, elle comptait même en disant le nombre de temps. Au contraire, il y a sans arrêt ce rattachement à cette période pour bien montrer justement qu'il est important se développer avec harmonie, de bien connaître nos racines. Et souvent, nous limitons nos racines à, effectivement, il y a eu l'esclavage, il y a eu les esclaves, il y a eu l'Afrique, d'accord? Donc il y a eu l'Afrique, mais nous oublions une racine. Souvent, il y a aussi les Caraïbes. On a dit qu'ils avaient été tous tués. Qui ont quand on analyse, quand on fait des recherches, c'est quand même très vague. Et en fait, on se rend compte qu'il semblerait bien qu'il y ait eu des poches de Caraïbes qui ont aidé des esclaves en fuite, des marrons. Et même à fois, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et bien des choses ont pu se produire. Donc, même dans notre langue, dans le créole, on retrouve, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, les trois créoles présentent dans le vocabulaire des mots qui appartiennent aux Caraïbes, mais aussi des mots qui appartiennent à l'Afrique. D'accord? Ce sont des mots africains purs. Donc, il n'est pas question de rompre avec le passé. Nous ne pouvons être tard que si nous prenons bien conscience de ce que nous avons été. D'accord? Et il n'est pas non plus question de se cristalliser sur un passé. Ce sont les matériaux du passé, d'aujourd'hui, qui peuvent nous permettre de devenir, justement, comme on disait en créolité, quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau, comme le disait Glissant. Je précise un petit peu la question. Nombreux sont les élèves qui ont ce réflexe. Oui, mais monsieur, nous disons confiant, nous disons... ça se passe toujours dans les années 50, à des époques qui ne nous disent rien du tout. On parle de Jobber, on parle de Foyal en temps. Et
ce sont des propos qui sont repris par des collègues qui disent oui, mais quand est-ce qu'un écrivain nous parle de notre société actuelle, avec nos problématiques actuelles, avec nos. Voilà, c'est exactement ça. Je réponds, Pierra, le garçon qui renverse Pierra, est un jeune garçon qui, à cause des événements de 2009, n'a rien à faire. Il est tout seul, ses parents sont descendus, c'est la grève. Donc on est en plein milieu et il a faim, hein, il n'est pas le seul, ils sont une belle bande et il faut pouvoir manger pendant que les parents ne sont pas là. Donc ça c'est aujourd'hui et maintenant. Et quand on reçoit la déléguée du ministre entre guillemets qui arrive à la préfecture pour dire bon d'accord on va te donner ci ou ça, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Et la réponse de Swan qui est de passage, qui dit écoutez, vous n'aurez rien, vous n'obtiendrez rien de la France, mais vous obtiendrez tout de vous-même. C'est à vous, à vous seul, de vous mettre au travail. Ça, c'est le message. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui. Mais moi, ma démarche d'écrivain, en tout cas jusqu'à maintenant, puisqu'elle évoluera sans doute, est une réponse à ce manque aussi. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, au lycée, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, etc. Joseph Zoubel. Joseph Zoubel, antérieur, mais en tout cas quand j'étais au collège et au lycée, les auteurs de la créolité sortaient leur premier livre. Et des livres qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais il me manquait dans ces livres le temps présent. C'est vrai qu'il parlait beaucoup des années 50, un peu 60, des années 40. Ensuite, ils sont venus aussi à l'esclavage, mais je me demandais pourquoi ils avaient tant de mal à enraciner leur récit au XXIe siècle. Et moi, en écrivant, j'avais ça en tête. Et l'une des raisons pour lesquelles ce que j'ai écrit se passe maintenant, c'est ça, parce qu'il y avait un manque de mon point de vue à combler. Je ne suis pas le seul à être dans cette démarche. Les écrivains de ma génération écrivent beaucoup au temps présent. Mais il n'empêche que le passé reste fondamental, parce que si on ne connaît pas bien son passé, on a du mal à comprendre, à appréhender le présent. Et pour vous parler de ma démarche personnelle, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, oui, le temps présent, c'est lui qui m'intéresse, c'est lui qui me travaille, mais les études que j'ai faites, c'est des études d'histoire. Et quand j'ai dû me spécialiser en master, maîtrise DEA, j'ai travaillé sur l'histoire de l'esclavage, la résistance des esclaves. Parce que le passé est important pour moi aussi, comprendre ce passé. Parce qu'il y a une jonction entre le passé et le présent. Donc, que Césaire, Senghor, Confiant, comme tu demandais, Césaire, Senghor, Damas, comme tu disais, fasse référence au passé, c'est tout à fait normal parce que le passé guide aussi notre présent. Donc peut-être qu'un jour j'écrirai aussi sur le passé. Mais j'ai commencé par le présent parce qu'il y avait ça médicament. Le passé me passionne aussi. Oui, mais leur démarche se justifie peut-être par la période à laquelle ils écrivent aussi. C'est la période des indépendances. Ils sont à Paris dans les années 30-40. Ça s'explique. Ensuite, les gens, le lecteur lambda, actuel en tout cas, a du mal depuis quelque temps, pas moi, pas vous, mais a du mal à accrocher à des récits qui se passent entre les années 40 et les années 60 et se pose la question. Alors, si ça a été nécessaire pendant une certaine période, il se demande aujourd'hui encore quel est l'intérêt. Bon, vous y avez répondu. Ce que je voulais. Alors, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que vous insistez sur l'importance de connaître son histoire, tous deux. Et ça parle aux élèves. C'est quelque chose qui concerne les élèves, parce que les élèves nous disent souvent: ah oui, mais monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner quelque chose de plus actuel? Vous nous faites étudier des vieilleries.
Et ça fait écho à une émission que j'écoutais à la radio dernièrement à propos de Kennedy, où les Français disaient qu'ils en avaient assez. Mais il y a un journaliste qui était présent et qui disait que oui, mais c'est important parce que ça permet de connaître, de comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir Barack Obama élu. Et il faut bien comprendre la mutation de la société américaine. Et c'est pour ça que je suis content que vous ayez dit ça, parce qu'il faut que ces jeunes gens comprennent que alors on ne reste pas ancré dans le passé comme la jambe de Woody, la méthode Mila. Mais il est important de connaître ce passé-là qui nous rend plus forts, qui nous permet d'éclairer le présent. C'est bien ce que vous dites, hein? Oui, Oui, tout à fait. on a du mal à comprendre le présent. Voilà. Et on a du mal de toute façon à construire l'avenir si on n'a pas compris le passé et le présent. Il faut vraiment, l'image était belle, comment Barack Obama est arrivé là. Eh bien, effectivement, il y a parlé de Kennedy et les autres. C'est tous les mouvements noirs Et tous les mouvements noirs. Et en fait, c'est vrai que c'est bien Damas que Césaire et que le troisième, ils ont été obligés d'écrire ce qui se passait pour eux à ce moment-là, dans les années 30, dans les années 40, et en même temps en faisant référence au passé. Maintenant, c'est vrai que nous avons presque tous étudié Vincent, on a étudié Confiant, on a étudié Chamoiseau. D'accord. Maintenant, il y a encore une nouvelle vague qui arrive et qui parlera de leur présent, de ce qui se passe. Et c'est pour ça que là, vous avez parlé de 90, moi je parlais de 2009 avec cette grève qui avait vraiment paralysé totalement la Guadeloupe. Mais qui est-ce ils sont en train de vivre cette grève, d'accord, mais comment font-ils pour se détendre? Eh bien, on leur raconte, sous forme de conte justement, eh bien, les histoires du passé qui expliquent la présence de la dame qu'ils ont renversée, enfin, que Brice a renversée. Voilà. Donc, le passé explique le présent. Une question intéressante de Morgane. Alors, vos romans sont dominés par le registre satirique. On rigole franchement, mais la critique de la société est présente. Pensez-vous que c'est là le meilleur moyen de pousser les gens à prendre conscience et à modifier leur comportement? D'ailleurs, la littérature en a-t-elle le pouvoir? Mais ça s'adresse aussi bien à Madame. Oui. On a le registre public, on se marre. Hein? Mais c'est essentiellement le registre satirique. Et notre question, on voulait vraiment savoir si vous pensiez, en écrivant, que la littérature, comme les arts, peuvent changer, pousser les gens à évoluer. L'art ne change peut-être pas le monde directement, mais il pousse à réfléchir sur soi-même et comme on le fait, et à débattre. Et ce sont les idées qui changent le monde. Donc le simple fait que nous soyons à discuter